Bonjour à tous, bienvenue dans le Ponton de Fred, l'invité épisode 4. Aujourd'hui on reçoit Rémi. Salut Rémi. Bonjour Fred, Merci d'être venu. Écoute, merci, je te remercie Bon, beaucoup. on va laisser pour les gens qui ne te connaissent pas te présenter parce que tu es une personne importante dans le monde de la pêche sur la Saône-et-Loire. Mais pas que, c'est gentil, c'est gentil. Et beaucoup impliqué, mais ta présentation va en dire un peu plus pour tout le monde et sur ta passion et ainsi de suite. Allez, Très bien Fred, écoute. on t'écoute. Donc je m'appelle Rémi Chassignol, j'ai eu 50 ans cette année. Si je suis là, c'est d'abord parce que je suis un pêcheur. Depuis tout petit, je pêche. Bon, c'est comme beaucoup de personnes, ça a démarré avec mon grand-père, avec mon père. Okay. J'ai démarré simplement, pêche au cou, ces Ouais. choses-là. Et aujourd'hui, je pêche vraiment les poissons carnassiers. Voilà. Avec une petite affection toute particulière pour la truite, mais là, chez nous, en Saône-et-Loire, Un petit peu plus... c'est plus difficile dans le sens où on n'a pas beaucoup de linéaires. C'est ça. Voilà. La particularité, c'est que je pêche aussi en kayak. Et j'ai plusieurs kayaks, dont un biplace. Oui. Et voilà, donc je me suis vraiment... On s'est croisé pas mal de fois sur les oui, compétitions tout à locales. fait, oui, tout à fait. Je fais les compétitions avec. Ok. Et j'essaie de l'utiliser le plus souvent possible partout. Ok. C'est-à-dire aussi bien sur les rivières chez nous, Loire, Saône, Ok. les lacs alpins, en Méditerranée. Ok. Et j'ai pas besoin de mise à l'eau, donc c'est un des plus avantages. facile. Voilà. Il y a une sensation différente par rapport aux embarcations autres. Ouais. On n'est pas sur un bateau, on n'est pas sur un flotte tube, non. et on a d'autres possibilités. Voilà, on a d'autres possibilités, mais on a aussi certaines contraintes. Chaque embarcation a son type d'avantage. C'est ça, on et va ses dire. inconvénients. Exactement. Voilà, après, moi je suis aussi professionnellement impliqué dans le monde de la pêche, puisque je travaille à la Fédération de pêche. Je suis rentré il y a longtemps à la Fédération de pêche, puisque c'était dans les années 2000. Comme un petit nouveau. Ah, voilà, comme technicien, puis responsable technique, et aujourd'hui directeur technique. Ok. Alors il y a plusieurs fois le mot technique, parce que je pense que c'est ce à quoi j'attache le plus d'importance. Ouais. Moi, je suis plus. Puis t'es quelqu'un de technique. Voilà, je suis plus là-dedans que dans on va dire dans entre guillemets, la politique. Après, le technique, ça demande de l'organisation, puisque dans une fédération de pêche, le technique, c'est pas simplement l'étude des poissons, c'est aussi les plannings avec les animations auprès des enfants, les événements, la police de la pêche. Et après, toute la partie, effectivement, études et restauration. On en parlera des milieux, voilà. Un petit peu après dans un des sujets. C'est ça, c'est un peu le sujet que j'ai retenu. Parce que finalement, moi, ce qui me plaît à la pêche, en dehors d'être sur mon kayak, sur l'eau, d'être bien, et les copains, c'est les poissons. Oui. Depuis tout petit, je m'intéresse aux poissons. J'ai toujours voulu les attraper. Et c'est vraiment ça qui me plaît à la pêche. Tant et si bien, souvent, peu importe la taille, mais du moment que j'ai des touches et que j'arrive à les attraper, c'est ce qui me... C'est le petit moment de piment. Voilà, c'est ce qui me réjouit le plus. On c'est pour ça que je ne suis pas forcément difficile. Je pêche souvent en local et j'essaie de m'adapter à ce que je peux attraper. Et ma passion pour les poissons m'a amené à faire mon métier, mais aussi, depuis peu, j'ai développé une activité artistique. Ouais, qu'on a présenté ici. Voilà. Alors j'ai découvert ça un jour dans une revue. Alors je ne sais plus si c'est une revue de pêche, je ne voudrais pas dire de sottises. Ok. Peut-être Predator, mais je ne suis pas sûr. Et en fait, j'ai vu que les Japonais pratiquaient ça dans les années 1850 et autres, parce qu'il n'y avait pas d'appareil photo. Et l'histoire raconte qu'un jour, un seigneur avait pris une très grosse dorade grise et voulait la ramener à son patriarche, on va dire, en somme. Ok. Et il n'avait pas de possibilité parce qu'il y avait 3 jours de marche. Bien sûr, donc ça allait arriver dans un état pas possible. Voilà, c'est ça. Donc il y a un de ces soldats qui a pris un tissu, c'était pas une feuille de papier, qui s'est amusé à peindre le poisson dans l'encre de Chine et qui a posé la feuille le tissu sur le poisson. Sur le poisson. Et on est ressorti l'empreinte. Okay. Et c'est le principe de ces illustrations. En fait, on prend un poisson, on le met à plat sur une table, en essayant de faire en sorte que toutes les parties soient accessibles. Une fois qu'on va vouloir faire l'impression, on le badigeonne d'encre de Chine et après on essaie de faire ressortir le plus fidèlement possible l'encre du poisson. Voilà. Donc faut pas être un grand dessinateur, mais bon, il y a quand même un peu de... Les premiers on les rate, quoi. Puis petit à petit, c'est pas très compliqué en fait. Voilà. Ça marche. Voilà. Et tu as fait, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, s'ils veulent retrouver donc, toutes tes créations. Alors, elles sont sur... oui, parce que je tiens aussi un blog. Un blog. Elles sont sur mon blog Sioux Fishing, où je parle beaucoup des poissons, donc siouxfishing.fr. Ok. Et en fait, sur mon les blog... Sioux, comme les Indiens, c'est basé sur l'idée.
Alors, avec les canoës, les avec sioux comme les Indiens. Alors l'idée de base, c'était même pas le kayak, c'était que j'avais un stagiaire D'accord. et qui avait pris l'habitude de venir pêcher le black bass avec moi et on les pêchait en se cachant derrière Ah, les ok, donc à la buissons sioux. et sans À la sans sioux, faire de d'accord. ramine ni quoi que ce soit, on jetait juste notre leurre sur Allez, la ok. tête et voilà, c'est lui Les qui origines, bah, c'est voilà, intéressant. c'est je lui savais qui avait pas, donc donné c'est le bien. nom et du coup après avec le kayak effectivement on peut faire un éventuel lien mais voilà. Donc voilà, c'est accessible Depuis ton blog, depuis mon Sioux blog. Fishing. Il y a la ok. collection intégrale des œuvres originales et après j'ai une boutique en ligne. Ouais, qui est j'ai accessible vu sur Esti. Voilà, c'est ça. Allez, Où ok, là, il y a, j'ai- voilà, bref. Ça marche. Ça c'est la promotion, mais c'est pas C'est pour bien, ça que oui, je mais suis- je suis d'accord, mais bon, c'était Voilà. bien de le faire, Voilà. et voilà, ok, Ouais. sans problème. On attaque par le premier sujet principal, pour toi, c'est le poisson. Pour moi, c'est le poisson. Ok, Voilà. allez. Et comme je suis pêcheur de carnassier, je pense que je vais essayer d'insister un petit peu là-dessus, Ouais. à travers mon expérience et mon vécu. Professionnel, et voilà, puis professionnel. de pêcheurs et Voilà, de travail, voilà, bien exactement. sûr, Deux pêcheurs et de techniciens à la Fédé. et voilà, parce que j'ai toujours pêché le département de Saône-et-Loire, mais Oui. avant même d'arriver à la fédération, Oui, j'imaginais pas à la fois le patrimoine dont on pouvait disposer, ok, et je ne savais pas toutes les choses que la fédération a pu me montrer à travers les travaux qu'on a pu faire. ok, Et ça n'a pas fait de moi un meilleur pêcheur, loin de là, mais par contre, ça Mais m'a une autre permis, vision. voilà, d'avoir une autre vision. On est Voilà, d'accord. exactement. ok. Donc, quand tu m'as invité, j'ai souhaité parler des poissons, Oui. mais pas juste pour faire un tableau des espèces présentes dans le département, On est d'accord. pour avoir une sorte de déroulé et puis pour arriver en fait sur dans quel état se portent nos poissons, on va dire, dans le département. Donc rapidement, quels sont les moyens pour nous de savoir justement ces états de fonctionnalité? Bien sûr. Pareil, très rapidement. Et pour arriver à quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont nos outils de gestion pour essayer de corriger, d'améliorer ou de comprendre ce qu'on ne pourra pas faire. Ou pas, voilà, c'est ça. Parce que, en fait, je crois qu'indépendamment des moyens dont on peut disposer, travailler dans des milieux ouverts sur la nature, dans des systèmes non contrôlés, c'est jamais gagné, C'est quelles que jamais soient gagné. toutes les bonnes intentions des personnes et toutes les bonnes volontés, en fait. Voilà. C'est ça. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Donc, Eh ben écoute, c'est parti. c'est parti. Voilà. Allez, on t'écoute avec plaisir. Donc, avant de venir, je me suis posé la question de savoir, parce que je ne savais même pas, combien on avait d'espèces de poissons, ne serait-ce que dans notre département, la Saône-et-Loire. Ok. C'est quand même un grand réseau hydrographique, hein, puisqu'on a Mhm. la Loire, la Saône, Bien sûr. le Doubs, Ouais. 12 000 km de cours d'eau. Et bien en fait, on a environ 50 espèces de poissons. Nous, on en compte 49. Ok. Donc, moi, j'imaginais pas de temps. Quand je suis arrivé à la fédération, on était plutôt sur 38-39. Mais avec l'arrivée des espèces exotiques, Ok, on est monté on comme ça. on est monté. Ok. Et ça, j'en reparlerai, parce qu'en fait, on peut penser qu'il y a moins en moins de poissons, mais dans la réalité, il y a de plus en plus d'espèces, en fait. Ok. Voilà. Et Donc c'est intéressant. sur ces 49 espèces de poissons, il y en a 2 qui ne sont pas acclimatées, qui sont liées purement à la pêche. Il faut les introduire pour qu'elles soient chez nous. Mhm. Donc il y en a une qui est très connue, qui ne se reproduit pas chez nous, mais qui peut se reproduire dans certains départements, c'est la truite arc-en-ciel. Ok. Et puis il y a l'amour blanc. Voilà. Tout le reste, c'est des poissons qu'on considère acclimatés parce qu'en fait, ils ont un cycle. Alors, il y a les migrateurs, c'est un peu compliqué, mais bref, on va pas Ok. rentrer en détail. Et en fait, sur ces 49 espèces de poissons, globalement, à la ligne, on en attrape, allez, entre pas plus d'une trentaine, quoi. Ok. Mais quand je dis pas plus d'une trentaine, c'est pas ceux qu'on recherche. Ceux qu'on recherche réellement, nous pêcheurs au coupe, carpistes et pêcheurs de carnassiers, Oui. ça se limite à une vingtaine, en fait. Ok. Voilà. Donc on est un peu sur un peu moins de la moitié des espèces présentes, quoi. Par contre, très concrètement, il y a plein d'espèces qu'on ne pêchera jamais parce que trop petites, parce que dans des milieux où la pêche n'est pas Alors trop intéressante. petite, ça peut être l'épinoche par exemple. Voilà, tout à fait. Un des exemples, c'est ça. Épinoche et pinochette, Pour ceux on a les qui- deux chez nous. Ouais. Donc ça, ça doit pouvoir se prendre, mais ça se pêche pas, quoi. Mais c'est Voilà. plus compliqué. Ouais. Exactement. Et dans les poissons carnassiers, en prenant vraiment des carnassiers assez stricts, hein, en mettant de côté l'hydre, le chevenne, des choses comme ça, on en a actuellement 8 chez nous. Et il faut bien imaginer qu'historiquement, nos grands-parents, enfin moi, mon grand-père, avant l'avènement du cendre et du black bass, il ne pêchait que brochet, perche. Brochet perche, c'est tout. Il habitait bord de Loire, donc il y avait des saumons, mais sinon, en enlevant les migrateurs, ça se limitait à ça. D'accord. Donc on est passé de 2 espèces, en comptant la truite fario, ça faisait 3, on va dire, Mhm. à 8. Donc, Alors je te coupe, mais les 8 par exemple, valeur aujourd'hui, c'est lesquels?
Alors voilà. Parce que c'est intéressant. Oui, on a les 8 aujourd'hui, donc... Je suis pas sûr que tout le monde sache. Non, alors c'est les 8 que j'ai retenus, parce que certains pourront penser qu'on doit pouvoir mettre le chevenne dedans, je ne l'ai pas mis. Ok. Moi j'aurais mis en carnassier le chevenne, mais bien ok. qu'on le pêche comme un carnassier, c'est vrai. Mais Ouais. j'ai mis donc le black bass que j'ai rajouté. Ok. J'ai mis le cendre, le grand classique. J'ai mis le silure. Alors qui est revenu chez nous parce qu'on l'a introduit, mais en fait il fut d'un temps lointain où il était présent dans certains des cours d'eau français avant les glaciations, mais là il est revenu par l'apport, par des introductions. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a un courrier à la fédération de la personne qui en 1966 avait récupéré des silures en Allemagne, une trentaine, à l'Écheroux. La fameuse histoire. Voilà, à l'Écheroux, et on a le courrier en fait, j'ai retrouvé, et donc il est classé dans notre dossier silure en fait. Oui, oui. Et cette personne nous explique qu'elle a sciemment fini par mettre des silures dans la rivière, dans la Saône en fait. Okay. Et donc les premières populations de Seille et de Saône sont partis d'ici. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres départements où il y avait déjà des silures, on n'a pas forcément été... voilà. Donc le silure, l'aspe, tout récemment, je ne sais plus à combien j'en suis là, mais l'aspe... oui, enfin le black bass, le cendre, le silure, l'aspe, la truite. La truite, j'ai compté la truite arc-en-ciel. Voilà. Voilà, bon bref, c'est limite. Et puis... brochet, perche. Ouais, brochet, perche. J'ai rajouté le crapet de roche. Ok. Alors, ce poisson-là, il a été mis chez nous au début du 19e siècle, pardon. Okay. Dans un cours d'eau, dans le Sornin, et il est passé inaperçu pendant plus d'un siècle. Et puis un jour, pour je ne sais quelle raison, il est apparu dans la Loire, chez nous, là où habitent mes parents. Donc on a commencé à en prendre, et puis il s'est développé partout. Maintenant, il y en a à Nevers, il y en a plus bas. Chez nous, là... Alors justement, chez nous, l'an dernier, moi j'aime beaucoup ce poisson, même si c'est un invasif aussi, de la famille du black bass. Et on en a eu qui est remonté sur la roue, mais toute la roue, depuis 3-4 ans, remonté sur les affluents Morvan, Méchet, Ternin, Seine, revenu à son point historique, on en a recapturé sur le Sornin. Ok. Et hier, je scrollais sur mon téléphone et j'ai vu un article, comme quoi nous on ne sait pas tout à la fédération, qui s'en prenait dans la Grône à Cluny. J'ai vu l'article. Donc là, on a découvert quelque chose. Moi, à titre personnel, j'ai découvert une donnée que je n'avais pas. C'est la deuxième fois que j'entends parler de ce poisson, moi. Voilà, et ça met aussi en évidence, j'y tiens beaucoup à ça, au rôle qu'ont les pêcheurs, parce que nous, c'est pas parce qu'on déploie des moyens techniques et de l'ingénierie. Le réseau est tellement vaste que les gobies, les pêcheurs les ont vus avant nous. Oui, bien sûr. Le crapet sur la Grône, les pêcheurs les ont vus avant nous. Voilà, donc, et la PPMA de Châlons, des temps très anciens, avait mis du crapet dans les années 1900 et autres. Dans la Grône. Dans la Grône. Et alors, je ne sais pas comment il est revenu. Mais alors là, en ce moment, on a de la Grône. On a du crapet, pardon. Dans la Grône, à Marnay, par exemple. Alors, a priori, c'était sur Cluny, de ce que j'ai vu dans l'article. Donc c'est beaucoup plus haut, ouais. Donc c'est plus haut, mais il pourrait bien y en avoir plus bas aussi. Et la photo, c'était effectivement un crapet. Alors après, mais je pense que c'est véridique parce que c'est un poisson qui se distingue bien et qui est entre la perche soleil et le black bass. C'est de la même famille en fait. C'est un poisson dont les Américains, eux, ils raffolent en fait. On le pêche comme là, on connaît. Petit leurre souple parce qu'il a une petite bouche. Mais il atteint 25 cm et c'est vorace. Donc ça peut faire des petits coups de ligne comme du black de vin, d'accord. Voilà, si on est dessus, ils vont. Et c'est en banc, c'est en. Plus ou moins territorialiste. Alors c'est pas en banc dans le sens comme un banc d'ablette ou de gardon. Par contre, un peu comme les perches soleil, c'est à plusieurs autour d'un caillou, autour d'un herbier. Donc on peut les sortir, on va les prendre sur un secteur, puis après il peut y avoir un trou sans poisson, parce que ça leur convient pas, puis après ils reviennent. D'accord. Voilà. Bon. Donc voilà. Donc ça c'était pour faire le tour d'horizon, pour montrer que finalement on avait plus d'espèces de poissons carnassiers. Et que malgré tout, c'est pas pour autant qu'on était, nous, pêcheurs de carnassiers. Le goby, tu le comptes dans les carnassiers ou pas? Parce que je l'ai pas mis, ne le comptant pas dans les carnassiers, mais il a quand même des aptitudes de poisson carnassier. Oui, c'est ça. Après, il fait fourrage aussi auprès des. Il est très consommé par les perches et les cendres. Je l'ai pas mis, mais effectivement, la question peut se poser. De toute façon, globalement, il y a quand même beaucoup de poissons qui, à un moment ou à un autre, vont manger un autre poisson. Oui, on est d'accord. Même sans avoir un régime alimentaire carnassier, finalement. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc, par contre, il faut quand même imaginer qu'avant, les perches et les brochets se partageaient l'intégralité du fourrage.
Aujourd'hui, la donne elle a changé, quoi. Oui. C'est-à-dire que Il y a une pression un peu plus il y a une importante. pression interespèce qui est plus forte. Souvent, on pense qu'ils se mangent entre eux, mais avant même de se manger entre eux, C'est le poisson dominant, le plus représenté, qui est ben, principalement attaqué. c'est-à-dire que la tarte est la même, mais les parts, il y en a le même nombre. Donc, Oui, d'accord. ils vont taper dans le même nombre. Et du coup, les espèces qui vont retrouver un milieu qui leur convient mieux vont avoir tendance à dominer sur les autres sans pour autant les bien fracasser sûr. ou les faire partir. C'est Ouais, bien juste une sûr. question d'équilibre comme ça. Et ça peut parfois expliquer certaines choses, parce qu'il y a des pays qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée du black bass dans leurs eaux, ou même des cendres dans certains pays, parce que ça entraîne forcément... Ah bah, ça modifie tout. Voilà. Oui. Nous, on le voit bien aujourd'hui chez Voilà, nous, hein, de c'est toute ça. façon. C'est ça. Et si on sort des poissons carnassiers, globalement, comme je le disais, on a une augmentation du nombre d'espèces. Je ne pourrais pas le vérifier, mais je pense qu'on a à peu près les mêmes quantités de poissons. Mhm. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a des évolutions, des modulations. Aujourd'hui, on a, globalement, on le dit quand même, le monde a changé. On est plus dans un monde où on en profite tous d'ailleurs. Hein, on a tous de la Bien technologie, sûr. on mange à notre faim. Bien sûr. Donc le monde a changé, les rivières ont été transformées, on produit plus. Donc il y a des poissons sensibles à la pollution, des choses comme ça qui ont tendance à, on va pas dire à disparaître, mais qui voient leurs effectifs se réduire et leurs aires de répartition se limiter à des secteurs plus propices. Et puis on a des poissons un peu tout-terrain qui eux, comme le silure tout particulièrement, la carpe, qui eux vont avoir tendance à se porter bien et qui se porteront bien quoi qu'on fasse. C'est-à-dire, on pourra essayer de réguler autre chose. Oui, avec tous les débats actuels voilà, liés au silure, par exemple. Ça sera difficile parce que c'est des poissons qui sont dans une dynamique, le monde leur va bien actuellement. Peut-être que demain ça changera, mais actuellement ça leur va bien, quoi. Surtout dans un contexte de réchauffement climatique. Les Voilà. températures et autres. Voilà, ça c'était l'idée que j'avais pour faire un tour Bien rapide. sûr. Ok. Et nous, à la fédération, on étudie toutes ces choses-là grâce à différentes techniques. Donc il y a la traditionnelle pêche électrique que tout le monde connaît, Mhm. où on met un courant dans l'eau, ça attire les poissons, après ça les engourdit. Ça les endort un petit peu. Ça les endort. Bah, du moins, c'est une tétanisation, mais ça a le mérite de ne pas trop les fragiliser si on les manipule vite après. Ça, c'est plus dans des petits cours d'eau avec peu d'eau. Alors voilà. Parce que tu les chopes à l'épuisette, donc Voilà, plus ou moins... exactement, bonne Voilà. question. Et ça, c'est très important. Et c'est un Merci. paradoxe J'ai énorme. souvent des bonnes questions. Oui, mais effectivement, c'est un paradoxe énorme parce que on connaît très bien les petits cours d'eau où il n'y a pas beaucoup de pêcheurs. Mm. On les connaît très bien parce qu'on est missionné pour le faire. C'est les services de l'État, Bien ou sûr, des hein. bureaux d'études ou des mairies qui nous demandent de le faire, donc on le fait bien volontiers. Mais quand on fait ce travail-là, on est face à des cours d'eau très peu pêchés. Donc je peux vous assurer que le département regorge de rivières à goujons fantastiques, à Chevennes. D'accord. Il y en a plein, mais globalement, à part le petit-fils du paysan ou le Oui, petit-enfant du paysan parce qui que c'est descend souvent dans le pré, voilà, des c'est biotopes petit, qui sont tout petits. c'est petit, Voilà, voilà, oui, non, mais c'est ça. Ok. Et ces milieux-là, quand ça fait 4, 5, 8 mètres de large, avec nos moyens, on arrive à tout pêcher, à tout compter. La difficulté, c'est que les gens, ils pêchent aujourd'hui, les carpistes, les gens qui pêchent au carnassier, Ils pêchent pas là. Ils pêchent pas là, en fait. Évidemment. Ils pêchent dans les grands plans d'eau du bassin minier, ils pêchent dans la Saône, dans la Loire, La Seille. Et là, par contre, là, nos moyens sont dérisoires. Parce que notre champ électrique, il a un rayon d'action de 1 mètre. Les poissons nous voient venir à des kilomètres. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Chaque fois qu'on avance d'un mètre, ils reculent de 3. Et on ne les voit jamais, en fait. Donc, les seules solutions, éventuellement, c'est des filets, maillants ou choses comme ça. Il peut y avoir les filets. Nous, on ne le fait pas parce qu'on n'y tient pas trop. Parce que là, dans les filets, les poissons, par contre, ils sont morts. Donc, on peut le faire, mais il faut un vrai but derrière. C'est-à-dire pas simplement les compter. Parfois, il nous arrive de récupérer sur les poissons des choses pour des analyses de maladies. On fait de la génétique beaucoup sur les poissons. C'est même marrant aujourd'hui. On peut savoir les frères et sœurs au sein d'une population. Récemment, on a fait quelque chose là sur des brochets, sur des femelles qui étaient rentrées dans une frayère. On constatait en fait que sur 5 à 6 femelles, alors on ne le voit pas, on ne sait pas le nombre de femelles qui rentrent, mais on le voit à travers les alevins qu'on attrape. En fait, on a constaté qu'il y avait une femelle qui avait apporté 80% des alevins en fait. Parce qu'il faut bien imaginer qu'on parle de succès reproducteur. Les poissons ils se reproduisent, mais alors non seulement, là je parle vraiment de la reproduction. Le succès de la reproduction il est faible en fait. Tous les poissons ne réussiront pas de la même manière. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de géniteurs en entrée de frayeur parce que c'est jamais gagné, quoi. Donc voilà, on peut faire pour ça, mais malgré tout, avec un filet, on ne voit pas grand-chose, quoi. Des poissons comme finalement, des poissons comme le sandre, que ce soit électricité ou filet, ça passe assez inaperçu quand on fait nos prélèvements, nous.
Ok. Voilà, ça on ne les voit pas, alors que les gens ils pêchent ça en fait. Donc on est incapable de vous dire comme ça, qu'est-ce qu'il y a comme ça dans la rivière. Alors, je reviens par contre au niveau de la Fédé, tu as lancé déjà depuis quelques années une petite application sur Oui, laquelle les pêcheurs bénévoles qu'ils souhaitent oui là c'est ça, peuvent rentrer leur prise exactement. à la journée, ce qui t'a permis, alors pas d'avoir tout le monde, parce Non, qu'évidemment tout le non, monde ne le fait pas, mais quelques pêcheurs, on va dire, sur voilà, différents plans d'eau à différents endroits, voilà qui te exactement. donnent un état... Voilà. Alors ça nous permet d'avoir de l'information sur les quantités de poissons. Donc ok, on mesure ça en quantité de poissons pris à l'heure, mais on a des abacs qui nous disent si c'est important ou pas. Et moi je peux comparer par exemple les quantités de poissons pris dans la Saône, les brochets par exemple, à ceux qui sont pris au grand large. ok. Et on sait pourquoi les pêcheurs vont au grand large pour pêcher le Oui, brochet. oui, Voilà, forcément, alors oui. ça se traduit directement dans les captures des pêcheurs. Et sur le Sandre particulièrement, sur la Saône et la Seille, à travers quelques pêcheurs, on a eu énormément de résultats qui nous ont permis de comprendre certaines choses en fait. Sur la manière dont les cendres avaient une croissance démographique, on voit l'effet de la taille légale de capture par exemple. On voit bien que derrière la taille légale de capture, il y a une chute des effectifs assez importante. Ok, Euh, et ça, c'est assez marqué. Par exemple, on comprend bien qu'en Seille, finalement, il y a beaucoup de poissons. Euh, à la ligne, on prend pas les bébés à la ligne, contrairement à la pêche électrique. On prend tout de suite à 20-25 cm. oui, c'est ça. Voilà. Ok, Donc on ne voit pas les alevins de l'année, mais on voit les poissons, on va dire, en fin d'année ou les poissons d'un an. c'est ça. Donc on a vu finalement sur la Seille qu'on avait une grande quantité de poissons entre 35 et 45, mais Mais vraiment beaucoup. sur quel type de poisson alors? Sur les cendres, pardon. Voilà, non mais Excuse-moi, ok, sur les non cendres, c'est ouais. peut-être moi, mais ok. Et donc on en a vraiment beaucoup, on a 50 à 60% des captures, c'est ça. Et passé la taille légale de capture, on tombe à, suivant les années, alors des fois il y a des bonnes années, on est à 25%, sinon on tombe à 12-15%. Et puis il y a un effet saison aussi. En début Ok, de saison, on en prend un peu plus qu'en fin de saison. Sur la Saône, c'est très constant. Globalement, chaque année, les gens qui me mènent les enquêtes, c'est 35% des poissons qui sont pris sont maillés. ok. Après, quand je dis ça, il y en a peut-être qui vont s'étonner, ça reste des spécialistes. C'est-à-dire, Oui, ils sont spécialisés dans cette pêche-là. voilà, c'est des gens qui Ok. vont pas par hasard et qui Ils ont mettent leur pas trop à poste, vif ils en se savent. disant ça va mordre, ils savent ce qu'ils font plus ou moins quoi. D'accord, ok. Donc ça influence aussi Ça joue sur les un résultats. peu le résultat quoi. Ok. Et ça, sans les pêcheurs, on peut pas le savoir. Par exemple, là, depuis quelques temps, on a sur Montauban pas mal de pêcheurs qui contribuent à un effort De renseignement. de renseignement et ça nous permet vraiment de voir déjà, alors, ce que les pêcheurs savent bien puisqu'ils y vont, que ça reste un bon plan d'eau. Ah, on apprend pas mal de choses comme ça, voilà, c'est relativement intéressant quoi. Ok. En plus, nous, après, on a des abacs, on sait à peu près l'âge qu'ils ont à quelle taille. Donc, c'est pour nous un des rares moyens de savoir parce que c'est pas en allant avec nos anodes mettre de l'électricité dans le lac. Bah, Montauban, On ça va saura être, en ça. plus, Et là, puis, ça va être compliqué. autre chose aussi, quand on va faire ça, on va le faire une fois. Quand les pêcheurs peuvent le faire tout au long de l'année, en fait. Mhm. Après, ce qui est important, c'est qu'il faut que ça reste une activité volontaire et bénévole. Parce Oui, il ne faut que, pas le faire pour. voilà, faut on est pas d'accord. vouloir le faire, faut pas se sentir obligé. Et nous, on n'a jamais voulu forcer à ça, et j'espère que ça ne deviendra jamais comme ça, parce que c'est le cas aujourd'hui en Méditerranée. Ça a fait, enfin, océan, Méditerranée, ça a fait tout un bruit. Je pense que, voilà, si on peut faire simplement, Oui, tout à c'est fait. bien Oui. mieux. Pas- En fait. de ne pas rendre obligatoire quelque Voilà, chose. voilà. Surtout Le- sur des poissons, c'est pas nécessaire de le faire. Je pense, il y a des poissons comme les Là, on poissons. parle de carnets de capture qui sont imposés dans certains Voilà, endroits ouais. où les gens, du coup, n'ont pas le choix. Dans les lacs alpins, on est obligé de le faire, par exemple sur les ferras, des choses comme ça, Mhm. parce que derrière, il y a des statistiques. Ok. C'est le seul moyen de connaître. Donc voilà. Et finalement, je ne pensais pas m'étendre autant sur le sujet, mais c'est très... c'est nos Non, non, mais moyens c'est intéressant pour, parce que justement, c'est une approche qu'on n'a pas forcément en tant que Non. pêcheur, nous, quand on se croise ou ainsi de suite, parce qu'on n'a pas justement toutes ces analyses. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que voilà, depuis peu, grâce à l'application, moi je commence à connaître les quantités de brochets qu'il y en a à la Loire, Mhm. qui sont relativement intéressants. On a des taux de capture relativement proches du grand large, par exemple. Ok. On va avoir des données sur la roue cette année grâce à quelques pêcheurs. Et ça, pour ceux qui suivent la fédération, j'imagine qu'ils voient tous nos posts qu'on diffuse sur le nombre de petits alevins qu'on a pêchés au moment de... en ce moment, quoi, hein, c'est-à-dire Ouais, bien sûr. en fin de reproduction. Ça, c'est sûr que pour nous, aller pêcher des alevins dans une mare ou dans un fossé, c'est facile. C'est facile. Ça crée beaucoup d'enthousiasme quand on voit des alevins. Mais moi, ce que je dis toujours, ce qui compte, c'est pas le nombre d'alevins qu'on voit. Ce qui nous va intéresse, rester nous derrière, pêcheurs, non c'est le nombre de géniteurs pour avoir des futurs Ouais. alevins et c'est les gros poissons.
C'est ça, quoi. Et la nature, elle fait malheureusement, je voulais l'aborder plus tard ce sujet, mais je vais l'aborder là. Oui, mais vas-y. La nature, malheureusement, elle est dure. Elle est sans pitié, elle est dure. Les poissons, ils abandonnent leurs œufs pour la plupart, c'est le cas du brochet. Quand c'est les cendres, ça marche mieux parce que lui, il les garde. Il y a le mâle qui reste sur le nid. Ça évite déjà que les brèmes mangent tous les œufs, déjà. Quand c'est le black bass. Brème ou goby, maintenant. Brème ou goby, effectivement. Là, oui, effectivement. Quand ça tapisse le fond, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais... ça va être comme ça. Mais ceci dit, les brèmes sont déjà... Il y en a... Remarque, au milieu des nids de goby qui tapissent le fond, là je parle de la dernière fois à Sœur, il y avait du petit cendre, et des cendres qui faisaient 20 cm en plein milieu. Donc, ces espèces-là finiront par, je ne dirais pas s'entendre, mais ça s'équilibrera. Toujours est-il que si on prend le cendre, je ne sais pas, le cendre il a une fécondité plus forte que le brochet et il réussit beaucoup plus ses reproductions tous les ans. Donc même si on s'en plaint parce qu'on n'en prend pas assez, quand il est dans un milieu qui lui convient, donc un milieu qui lui convient, ça reste quand même souvent un milieu canalisé. Pas une rivière courante comme le Doubs entre chez nous, elle arrivait dans le département jusqu'à Navy. Ça a pu être une belle rivière à cendre quand ils faisaient des extractions de granulats. Au même titre que la Loire, voilà, c'est ça. Mais depuis que ça s'est arrêté, on est revenu sur un autre type de rivière et ces poissons-là, c'est beaucoup trop lumineux, c'est beaucoup trop clair. Et puis il y a moins de fosses, tout s'est un peu comblé. Il ne drague plus, donc c'est clair et net. Donc ça change tout. À part quelques rares endroits où il y en a encore, mais c'est vraiment... Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est un poisson qui garde quand même une forte fécondité, donc avec une chance de survie plus ou moins grande. Chez le brochet, la fécondité est plus petite et il va poser ses œufs au milieu de la prairie avec l'obligation d'avoir 45 jours en eau. Donc, alors déjà, en plus, voilà, déjà c'est compliqué. Déjà naturellement, avec la fluctuation des crues ou pas, de la pluviométrie et des barrages, c'est ça. Qui jouent en plus. Alors les barrages, les brochets, et ça c'est un trait de vie qui leur est capital, ils sont cannibales. Parce qu'au début, quand ils arrivent, les brochets ils naissent en premier parce que c'est des prédateurs. Donc ils naissent avant les alevins de cyprinidés. Par contre, d'ici à ce qu'ils aient un alevin cyprinidé à se mettre sous la langue, ils se mangent entre eux. Ils ont déjà leur congénère. Voilà, c'est ça. Et ça fait partie du jeu dans la nature. Peut-être pas en pisciculture, parce qu'en pisciculture, si on se fait manger tous ces alevins, la valeur marchande, elle va décliner. Mais dans la nature, souvent, c'est les plus forts qui feront les meilleurs contributeurs et les meilleurs géniteurs. C'est ça. Voilà. Donc il faut imaginer que de l'œuf au stade adulte, il y a 1% de survie. Voilà. 1%. 1% de survie. Et du stade, ce qu'on appelle fingerling, c'est-à-dire poisson qui fait 8, 10, 15 cm jusqu'au stade brocheton, c'est-à-dire 25 à 30, voilà, on tombe sur 5%. Ok. Et du stade brocheton au stade adulte à 3 ans, c'est 5% à nouveau. Donc il faut du temps et beaucoup d'obstacles tout le long. Il faut beaucoup de reproduction pour arriver à avoir un stock. C'est ça. Et nous, la loi française est ainsi faite qu'on laissait les poissons se reproduire une fois. Alors, ils avaient peut-être la chance de pouvoir le faire, d'en profiter pleinement, mais la difficulté, c'est que ça ne garantissait pas une efficacité de reproduction, surtout sur une espèce comme le brochet, parce que le brochet, en fait, lui, il maximise son effort de reproduction à la longue. C'est la répétition de ces reproductions qui feront les populations, en fait. D'accord. Ce n'est pas le cas d'un Pseudorasbora qui va se reproduire 10 fois dans l'année, je l'avais oublié celui-là. Mais qui va vivre 2 ans. Oui, ok. Un brochet va vivre 15 ans, et donc, dans sa stratégie de vie... C'est la moyenne à peu près, 15 alors, oui, alors, si tout va bien, parce que c'est déjà un âge... mais oui, c'est un poisson qui... de toute façon, les gros poissons vivent longtemps. Il y a forcément... Vivent longtemps, voilà, c'est ça. Comme le silure. Comme le silure, même le cendre. Un cendre à 80 cm, ça a 10 ans. Donc, voilà. Donc voilà, c'est jamais facile et c'est jamais gagné, quoi. Voilà. C'est clair. Voilà. Mais ça, c'est une grosse difficulté. Puis alors, en plus, quand ils arrivent à un âge adulte et ainsi de suite, on est là pour leur rappeler que la vie est encore plus dure. Voilà, nous on est là pêcheurs, et puis il y a des poissons comme la truite ou le brochet qui rentrent assez facilement dans les captures. C'est pas comme le cendre qui est un poisson qui peu plus tatillon. Qui est plus difficile à pêcher, qui est même voilà, ça rentre vite dans les captures et puis. Un des avantages du broc, c'est que le brochet ne mange pas tout le temps. Voilà, oui. Il mange plus ou moins 10 fois son poids par an, je crois, de mémoire. Je sais pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que. Ce qui fait qu'il y a des jours où il a la gueule fermée, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, il y a des jours où il a la gueule fermée. C'est ce qui le sauve, à mon avis. C'est ça. Alors, le brochet est beaucoup moins agressif qu'un cendre qui, toute la journée, tous les jours, va plus ou moins tuer des poissons, des choses comme ça. Mais bon, ça mange, un brochet mange quand même du poisson, quoi qu'il arrive. Mais le brochet, fut un temps, c'était l'ogre des rivières. Oui, bien sûr. Oui, mais il était mal vu. Il y a eu une époque où il était mal vu. Et voilà.
Il faut toujours trouver un responsable à un moment donné. Voilà, c'est ça, il faut toujours trouver un responsable. C'est ça. À une époque, c'était le brochet, après c'était le cendre, maintenant c'est le silure. Maintenant c'est le silure. Il y a les cormorans, il y a les hérons. Le silure va sauver la gobie. Alors après, tous ces poissons-là, il ne faut pas non plus négliger l'effet prédation, parce que ça existe. Au début, il n'y avait que 3 carnassiers, aujourd'hui il y en a 8, 9, 10, plus les cormorans, plus les hérons, plus le harlebièvre, plus nous. Donc, c'est pas à négliger en fait quand même malgré tout. Je fais une aparté sur 2 oiseaux là dont tu viens de parler, le cormoran et la harlebièvre. Oui. Vous constatez sur la fait, sans rentrer dans tous les trucs, mais brièvement, c'est, je vais dire ça bêtement, mais si on doit donner 3 niveaux, c'est on s'en fout, c'est oh là là attention, ou alors c'est déjà dramatique. Je vais un peu vite. C'est bien les 3 niveaux. Le niveau on s'en fout, non. Ça, c'est pas possible. Okay. Ne serait-ce que parce que nos élus, donc qui sont pêcheurs et qui sont dans les bureaux de la PPMA, ne s'en foutent pas. Oui. Ok. Parce que c'est une réalité et quand même. Alors après, la notion de dramatique, elle est à prendre entre guillemets parce qu'il y a des endroits où il est surreprésenté le cormoran. Il y a des endroits où il est beaucoup plus éparpillé en fait. Il y en a, mais beaucoup moins. Et la pression existe. Et puis, il faut aussi imaginer, les cormorans, ils mangent tout ce qu'ils trouvent. Ils vont pas faire de tri, ils choisissent pas le menu, on va dire. Oui, ils font pas que cendre ou que perche. Mais par contre, ils les mangent. Moi, j'ai pris un cendre cet hiver comme ça, qui en fait, il fallait les remonter parce qu'un cormoran l'avait tapé. Ce que je veux dire, c'est que s'il va sur un plan d'eau du bassin minier, s'il y a des chats dans le fond, sa nourriture préférentielle, ça sera les poissons-chats, parce qu'en fait, ça bouge moins, c'est très gras. Plus facile à attraper. Voilà. Okay. Mais ça n'empêchera pas d'attraper les brochets qui vont traîner, voire même les petits cendres, parce qu'ils sont posés au fond. Mais globalement, sa stratégie, c'est quand même de taper dans les bancs de petites brémettes et de gardons. Il sera quand même beaucoup plus efficace. Par contre, quand il est sur la rivière à truites, où là, les quantités de poissons... Alors là, c'est plus problématique. Alors le cormoran d'une part, mais la harlebièvre, qui ressemble un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, un peu un cormoran marron. Oui, c'est ça, un peu blanc. Alors je ne connais pas trop, moi je l'ai vu en tant que pêcheur. Mais c'est impressionnant. Ça va chasser quand même des truites dans les rivières, les torrents. Ça nage comme un poisson et c'est redoutable. C'est redoutable. C'est encore pire que le cormoran, je dirais. Disons que s'il y en avait autant, je pense que ça serait une catastrophe. Et ça se reproduit. J'en ai vu dans le Doubs en descente flotte tube l'année dernière et des petits. Ça se reproduit, oui. Et ça, effectivement, c'est quand même une pression en plus sur nos milieux. Par contre, la difficulté, c'est qu'on pourra aborder ce sujet après, mais la difficulté, c'est on peut toujours mettre en place des moyens pour limiter l'impact. Mais chaque fois qu'on a vu classer une espèce invasive ou nuisible, au moins pour les poissons, on n'a jamais réussi à l'éradiquer. Non, mais j'entends. Par contre, on peut quand même arriver à l'effaroucher ou à limiter l'impact. Mais il va falloir des moyens. Je ne parle pas d'argent, là, je parle des moyens humains pour mettre ça en place. On est bien d'accord. Et en plus, à une époque, le cormoran, il n'était pas aussi représenté ici. Voilà. Il s'est bien passé quelque chose depuis quelques années. Je veux dire, il a été protégé à l'échelle européenne. Non, mais exactement. Il n'est chassé nulle part en Europe. Quasiment. Alors, il est plus chassé. Dans je ne sais plus quel pays où ils récupéraient les œufs, ils en laissaient qu'un pour la production. D'un seul coup, c'était fini, on a laissé reproduire à tout va. C'est ça. Alors, c'est bien la nature, c'est bien de laisser une part d'écologie, on en a vraiment besoin. Mais il y a un moment donné, c'est un petit peu comme plein d'autres débats, le loup en fait partie ou autre. Voilà. Ça n'existait plus, on le réintroduit. Oui, et puis il arrive en au bout d'un moment, ça pose problème. Il se développe en masse. Ce qui pose problème, c'est que autant c'est facile pour l'État de dire il y a des loups, on va les tirer. Oui. Il y a des silures, alors ils nous disent on va les réguler. Par contre, là, et je sais très bien puisque j'ai eu affaire au dossier et je le mène, bien sûr. Et c'est valable dans tous les départements français, à l'exception de quelques-uns qui, je ne sais pas par quel miracle, ont obtenu des dérogations de tir. Pour l'instant, nos dossiers de demande sont bloqués au niveau des DDT. Parce qu'il y a des pressions, parce que les niveaux de protection sur les oiseaux ont toujours été beaucoup plus fortes que les niveaux de protection sur les poissons et autres. Et donc là, on parle par exemple de la LPO, Ligue de protection des oiseaux, c'est ça, l'OFB. Parce que la DDT, oui, mais l'OFB, finalement, ils chassent les loups. Ils les tirent actuellement. Parce qu'ils ont l'autorisation de le faire. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est le deuxième problème. Ils sont là pour la protection et pour la régulation. Là, c'est le deuxième problème, c'est que les loups, on est venu à les tirer parce qu'il y a un enjeu économique derrière, lié à l'agriculture. Et nous, on nous rétorque toujours qu'on est un loisir. Et pourtant, Dieu sait qu'on a un sacré niveau économique. On a un pouvoir économique très fort. Ça fera partie d'un débat profond sur une des émissions. Je l'entends depuis 20 ans, moi. Oui, mais vous, c'est un loisir. Non.
Et en fait, c'est un problème de fond parce que du coup, déjà, c'est pas un loisir, il y a plein de magasins de pêche, il y a des campings, il y a du matériel, et puis il y a des gens de toute voilà. catégorie sociale qui vont Voilà, à la pêche. C'est social aussi. Bien Il sûr. y a beaucoup de gens qui vont pêcher. Et donc, voilà, on est souvent un peu sur ces aspects-là, la dernière roue du carrosse, pas beaucoup écouté. Voilà. Non, mais c'est vrai, Ça, je on en le a déjà ressens, parlé. moi, Non, mais je le ressens pleinement. Voilà, bon, bref. C'était une aparté, ouais, c'était une aparté. Ouais, d'accord. mais voilà. Mais il y aura toujours des problèmes avec le cormoran parce que j'aime autant prévenir qu'il y aura toujours un souci. S'ils sont suffisamment malins et qu'ils se regroupent dans les villes, comme c'est souvent le cas, là, il ne faut pas rêver. Même si on obtient une dérogation, On va pas les tirer en plein centre-ville. on ne les tirera pas, quoi. Donc, Tournu, Mâcon, ça va être Les silures font de la prédation ou pas sur le cormoran? C'est une question con, mais. oui, ils en mangent. Après, je pense pas que ce soit. Oui, ils se nourrissent pas de cormoran. Et ben, s'ils se nourrissent, c'est un peu comme moi et du caviar, quoi. C'est rarement. Ben, c'est un tort, c'est bon le caviar. Tu devrais en manger plus souvent. C'est ça, mais l'occasion se présente pas souvent, je pense, pour eux. Et puis, mais bon, ils les Et par opportunité, il y a un cormoran oui, par qui passe, opportunité, ils vont oui, l'attaquer. ils vont l'attaquer, oui. Il y a déjà eu, je crois, des images de contenus stomacaux avec des avec cormorans dans le ventre d'un silure, oui. Okay. Ça va pas les choquer de manger un cormoran. Non, mais ça me doute bien, oui. Voilà pour les choses. Ok. Et donc là, on a abordé un thème qu'on n'aura plus à aborder, c'est ces notions d'espèces qui viennent surprédater nos poissons. Mm-hmm. Parce que le thème que je voulais aborder après, c'était l'aspect gestion des milieux aquatiques, quels sont nos moyens. Mm-hmm. Donc il y a effectivement, d'une certaine manière, la régulation des espèces envahissantes, on va dire, bien que c'est jamais gagné, parce que quand la nature elle a décidé de... Oui, ça reste dur. C'est jamais gagné. C'est ça, ouais. T'as beau faire tous les efforts, avec la meilleure bienveillance du monde. Et puis, on n'a jamais fait des battues à poisson-chat. Et c'est compliqué. On n'a jamais fait des battues à poisson-chat. Ouais. Ça n'a pas de valeur économique malgré tout un poisson-chat, donc on n'a pas chassé comme certains animaux pour de la fourrure ou autre. Ouais. Donc on n'a jamais réussi à vraiment rabaisser les niveaux. Et ce qui a fini par rabaisser les niveaux, c'est l'arrivée de nouvelles espèces, comme le silure, avec certaines maladies, certains virus de l'herpès, qui ont contaminé les poissons-chats et qui, dans certains endroits, ont fini par se casser la figure pour revenir un peu actuellement. Mais voilà, bref. On en a entendu parler un petit peu. Oui, on en revoit un petit peu là, oui, ils reviennent. Comme quoi. Et c'est le virus de l'herpès qui avait décidé. Entre autres. Après, il y a de la prédation aussi. Oui. Mais souvent, il faut. Quand il y a trop de représentation, c'est un peu comme le lapin avec la myxo, voilà. non ça... Et en fait, nous, chez les poissons. Ça dégringole. Nous, chez les poissons, c'est tout nouveau, les recherches de maladies. On l'a très peu fait. Et on s'aperçoit en fait que les quantités observées dans nos cours d'eau peuvent être très étroitement liées à certaines maladies. Okay. Alors, sur les poissons de deuxième catégorie, pour l'instant, je n'ai pas d'exemple vraiment concret. certain. Mais par contre, sur la truite, aux États-Unis et en Suisse, ils considèrent maintenant qu'il y a une maladie, la maladie rénale proliférative, et que c'est elle qui conditionne les quantités de poissons. Cette maladie, c'est un cycle parasitaire en fait. Peu importe, on ne rentrera pas dans les détails. Elle se développe de 15 à 17 degrés, quelque chose comme ça, 18 degrés. Et en fait, elle affecte les truitelles. Et elle rétame des générations complètes, voilà. Ça Alors pas complète, fort heureusement. Une partie. Il y a une partie qui va résister. Cette partie-là va devenir entre guillemets saine, porte saine. Elle n'en souffrira plus. Mais par contre, on parlait tout à l'heure des 1% de survie. Bien sûr. Alors maintenant, il y a tous ces phénomènes-là qu'on ne voit pas en fait. Une chute d'oxygène, qu'on ne connaissait pas. Une maladie. Qu'on ne connaissait peut-être pas, oui. Alors oui, effectivement, qu'on ne connaissait Avant, pas, on n'en parlait pas trop. Ça. Et ça, sur le poisson-chat, il y a eu des effets comme ça. Parce que le poisson-chat, lui, il est très 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 robuste au manque d'oxygène. Oui. Mais on a tous vu des poissons-chats couverts de champignons, de mousse, à la surface en train d'agonir. Parce qu'ils n'ont pas d'écailles et peu de mucus. Et en fait, ils sont très sensibles à tout un tas de maladies et de champignons, en fait. Donc voilà. Est-ce que c'est une aparté, mais on en a parlé même avec Valentin ou autre, sur les pollutions liées à la surreprésentation, entre autres sur la zone comptée dans le Doubs. Est-ce que le fait que certaines rivières à truites aient des gros problèmes justement, est-ce que ça peut être lié également, pas qu'au domaine agricole, humain, industriel, tout s'accumuler, et à ce type de maladie dont tu viens de parler? Pas forcément celle-là, pour le coup, mais par contre, ça développe, ça développe d'autres maladies, l'altération des rivières. Ok. Alors là, tu me poses une colle, c'est un sujet très maîtrisé par mes collègues du Doubs mais du Jura. C'était pour... Mais oui. Par exemple, en fait, la mortalité de poissons peut entraîner d'autres maladies.
D'accord, ok. Ça peut intéresser les carpistes, mais nous, on a eu des plans d'eau où il y avait de la maladie du sommeil sur les carpes avérées, testées en laboratoire. D'accord. Et les carassins décédés par quantité énorme. Ouais, j'ai Nous, lu deux, on trois. pensait que c'était la maladie du sommeil. Or, il y a eu déjà plein de travaux de recherche où on a inoculé la maladie aux carassins. Les carassins ne meurent pas de ça. D'accord, Par donc contre, c'était autre chose. il y a eu un développement bactérien lié aux pourritures des carpes, Ah, ok. qui cette fois-ci, les bactéries se sont attaquées aux autres poissons, dont les carassins. Alors c'est pareil, j'ai plus le nom de la bactérie en tête, mais ils sont morts de ça en fait. Ok. Donc il peut y avoir des réactions en cascade, soit au départ il y a une maladie, soit au départ il y a une pollution, de la mortalité, et puis finalement ça ne fait que Ok. Donc s'accumuler. une contamination de l'eau qui a fini par les faire mourir, mais c'est pas directement la maladie. C'est pas forcément directement la maladie Ok. des carpes en fait. Alors nous on pensait que c'était la maladie des carpes, mais en fait sur le carassin non. Par contre le carassin a plein de maladies en commun avec la carpe, mais pas celle-là. Ok. Pas celle-là. Voilà. Et donc voilà. Alors évidemment, tu as parlé de pollution. Une des premières choses pour avoir des belles rivières, c'est effectivement avoir des niveaux de pollution les plus bas possibles. Bon, ça c'est un sujet sur lequel moi à titre personnel, à part le dire, j'ai pas souvent d'autres moyens que chez moi d'agir le plus proprement possible et de réclamer que les stations traitent le mieux possible les effluents. On a tous des exemples de pêcheurs. Alors, bon, là, c'est pas que là, mais je vais parler de Chalon-sur-Saône par exemple, où il y a 2-3 postes où on sait qu'il y a des tuyaux, qui arrivent et tu pêches des pataculs en permanence. Alors, ça veut bien dire que ça, c'est pas traité. Alors que on pourrait très bien imaginer, même s'il y a un petit investissement au départ, qu'il y a un système de récupération, un filtre préalable ou ainsi de suite, pourrait être mis en place pour éviter ça. Alors le filtre, oui, il faudrait un employé qui le récupère souvent. Oui, mais par contre, techniquement, moi, initialement, j'avais penché que les choses pouvaient être simples. Mais dans les vieux quartiers, on peut avoir des belles stations d'épuration, mais avoir des réseaux qui ne font pas le travail et ça part direct à la Saône plutôt que d'aller à la station d'épuration. On est d'accord, mais si on peut en limiter une partie, c'est ça. À Louan, il y a eu le cas aussi. Il y a Louan, il y a Cuiserie où là on est intervenu nous aussi vers le pont, tu parles vers le camping. La PPMA, en premier lieu est intervenu. On a pris le relais vers le camping, voilà, bien tout sûr, à fait. Donc voilà, nous sur ces aspects de pollution, ce qui se passe souvent, je vais sauter parmi les actions qu'on peut faire, on a souvent l'action en justice. Voilà, c'est un peu notre seul moyen d'agir. Là, on a des affaires comme ça, mais plutôt sur des destructions de rivières par des forestiers. Mais c'est vrai qu'on peut agir comme ça, ou directement par l'administration en fait. On rappelle à l'administration que là, il y a un rejet qui est non fonctionnel. Et là, l'OFB ou la DDT, même la direction départementale des territoires, donc c'est des services de la préfecture, viennent et constatent et puis essayent de faire régler les choses. C'est là où, moi personnellement, il y a des choses qui me font bondir. C'est qu'en fait, on sait qu'on a des problèmes. Oui. On les localise très facilement, tous, dans tous nos secteurs. Et en fait, tu te dis, tu dénonces un truc qui est d'une aberration sans nom. Et en fait, on devrait claquer des doigts, dire, allez, on met les moyens tout de suite, on solutionne le truc. Eh ben non. Ça peut durer comme ça pendant des années, et il ne se passera rien. Ce qui est contestable, c'est le fait de ne pas condamner, de ne pas laisser, de ne rien dire. Après, j'en reviens quand même à certaines choses qui sont difficiles dans certains espaces urbains. Il faudrait tout casser pour refaire le réseau, quoi. Ça existe. Mais mais la complexité de tout ça, elle est très très importante. En premier lieu, il y a des choses qui sont effectivement bien tolérées, peut-être un peu trop. Mais à tous les niveaux, je veux dire que ça soit, là on parlait des rejets domestiques, mais il y a aussi parfois l'industriel. Enfin, il y a eu surtout l'industriel, maintenant c'est un peu plus contrôlé. Je ne parlerai pas des agriculteurs, mais du système agricole dans lequel on leur a demandé de travailler, qui a créé certaines choses par rapport à certains produits. Après on ne sait pas toujours ce que ça fait réellement. Que ce soit les produits industriels comme les PCB ou autres, on sait que chez nous c'est cancérigène, sur les poissons, moi je ne sais pas si... Dans la Garonne, l'usine d'État qui déversait pendant des années en Garonne du PCB. Je ne sais pas si ça a joué vraiment. Ça doit avoir des incidences. Le PCB, c'est un des problèmes, à mon avis. Dans le futur, quand on va parler de tous les métaux lourds qui se trouvent dans nos rivières, là, ça va être un autre scandale. Ça. Voilà. Alors après, sur les métaux lourds, on sait des choses sur le cuivre. On ne l'utilise pas par hasard. Le cuivre, c'est assez mauvais pour les petits invertébrés, donc les petits invertébrés aquatiques. Mais c'est vrai que sinon, je pense quand même qu'il faut dire un truc, c'est que sur les choses se sont très nettement améliorées.
Tant mieux. Par rapport à une époque. Déjà sur les traitements de nos rejets à nous, usagers Nanda, c'est-à-dire ce qu'on appelle le domestique, là il y a eu des gros efforts. Il y a même des endroits où l'eau est devenue très propre, au point même que les quantités de poissons ont diminué parce que certaines espèces de poissons affectionnent quand même un petit peu la matière organique. Il ne faut pas se voiler la face, il y a des poissons c'est un peu le début d'une chaîne alimentaire, certes pas très propre. Trop propre, c'est compliqué. Bah, des fois, c'est trop. Des fois, alors, c'est difficile à dire ça, mais des fois, effectivement, c'est des milieux moins productifs. Tu vois, par exemple, c'est une aparté, mais Ludovic Benoît, si c'est trop propre, il ne peut pas vivre. C'est pas possible. Enfin bon, voilà, oui. Je vois la partie. Voilà. Bref, voilà, il y a ça. Et puis, tu m'as sorti du film. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et par contre, il y a aussi un truc, par exemple, dans le vignoble, tout particulièrement. Moi, je suis arrivé à une époque où chaque année, mortalité de poissons. D'accord. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a eu de gros efforts avec surtout des systèmes de récupération au moment des vendanges, à la fois des eaux, et puis ils viennent mettre leurs déchets dans une benne et autres. Et du coup, ça évite que ça parte à la rivière à des moments qui étaient critiques, puisque c'était septembre, le mois où il n'y a pas d'eau. Et même s'il fait moins chaud qu'en août, il fait encore chaud. Voilà. Donc il y a eu quand même une nette amélioration là-dessus. Mais tant mieux. Ce qui est plus compliqué, c'est sur toutes ces molécules qui sont incassables, qu'on ne connaissait pas l'existence et qu'on voit aujourd'hui. Et là où ça devient aussi compliqué, c'est dans un contexte de réchauffement climatique, des effets d'eutrophisation ou de développement de ces fameuses d'algues, toutes ces choses. J'ai oublié le nom. On interdit la baignade l'été. Oui. Bah tiens, tu me l'as fait. Oui, à Montaubry, j'ai fait une vidéo, c'était ouvert. Voilà, ça a toujours existé. Bref, tout le monde sait. Ça a toujours existé, comme le faisait remarquer Sylvain dans un de ses posts ou de ses commentaires. Ça a toujours existé parce que moi j'ai toujours vu le canal devenir vert fluo l'été. Bien sûr, oui. Mais là, la redondance est. Au lac de Lève, ils ont mis un système, mais je n'ai pas réussi à retrouver le nom non plus. Oui, ça doit être une sorte d'aérateur ou quelque chose. Oui, non, mais ça, un truc à UV qui casse les. Oui, non, mais je parlais du verre, là, justement. Ah oui. Enfin bref, ça c'est une problématique en fait. Mais a priori, sur les poissons, si ça n'entraîne pas une chute d'oxygène, ça les fera pas. Romain, sur la première émission, avait dit à juste titre, je pense que, par exemple, on mettait plein de moyens pour nos plans d'eau au niveau des APPMA, des plans d'eau de Brest, des plans d'eau de petits milieux, et qu'en fait, c'était peut-être à terme une erreur, parce qu'en fait, avec le réchauffement climatique, nos plans d'eau où il y a 1,20 m, 1,50 m d'eau, à terme, vont monter à des températures qui font que, à part quelques rares poissons, peut-être la carpe qui résiste pas trop mal, mais ce sera sûrement compliqué. Ça va être difficile, parce que même pour tout propriétaire de plan d'eau, il y a cette élévation de température, il a raison Romain en fait, qui est caractéristique. Il y a le fait que des fois il n'y arrive plus d'eau. Donc, quand ça dure 2 jours, ça va, mais quand ça dure 2 mois et que l'évaporation fait que les temps baissent, pour un propriétaire d'étang, c'est compliqué à vivre. C'est stressant. Nous, on a beaucoup de coups de fil l'été. Comment je fais Et puis un phénomène courant l'été de mortalité. À chaque fois, les gens nous renvoient sur une pollution ou autre, mais en fait, c'est la veille d'un orage. Il a fait très chaud. Quand il y a un orage, il y a une chute de pression. Chute de pression, moins d'oxygène dans l'air, moins d'oxygène dans l'air, moins d'oxygène dans l'eau. Des poissons qui étaient déjà à l'agonie, soudainement il n'y a plus d'oxygène et ils meurent en fait, ils meurent en masse. Et ça va être de plus en plus courant, et ça n'arrivera pas effectivement dans la Saône par exemple, pas comme ça quoi. Et ça peut arriver même dans des grands plans d'eau. Ça peut arriver, mais bien sûr, bien sûr. C'est pas une question d'étendue, c'est une question aussi de profondeur et de. Et nous on redoute toujours cette période parce qu'on sait qu'on va avoir des coups de fil, et ça typiquement c'est des coups de fil sans solution. Parce que c'est trop tard en fait, quand l'oxygène est trop bas. Ou alors il faut mettre des aérateurs sur panneaux solaires. Il y a toute une remettre de l'ombrage. Alors remettre de l'ombrage. Non, mais créer des îles, des arbres plantés. Oui, alors souvent aussi c'est vrai que l'arbre peut avoir son rôle, mais il ne couvrira pas tous les temps non plus. Mais ça peut avoir un rôle quand même. On est d'accord. Mais tu peux sauver une partie de zone. Voilà, c'est sûr. Quelque chose. Mais c'est compliqué. Mais effectivement, alors moi je rejoins Romain, d'autant plus que je suis purement un pêcheur de rivière et je pense que c'est des milieux plus faciles à gérer. Par contre, un alvinage en rivière, peut-être pas sur les carpes, mais sur les poissons, c'est quand même c'est plus incertain, quoi. Oui, c'est ce que tu laissais entendre en fait, c'est qu'on a malgré toute la bienveillance qu'on peut avoir, malgré toute la bonne volonté de nos APPMA, de vouloir réempoissonner, le résultat n'est pas forcément à la hauteur. Non, alors ça fait l'occasion de raisons. Une des solutions justement de la gestion, c'est les empoisonnements. Chez nous, chaque année, on met entre 40 et 60 tonnes de poissons dans l'eau. On est plutôt autour des 50 tonnes.
Tout confondu. Alors voilà, plan d'eau, alors, rivière. Alors tout confondu, sachant qu'il y a quand même, et Romain il a raison, 70-80% en plan d'eau. Ouais. En plan d'eau. Ouais, parce qu'en gestion c'est plus facile souvent, ça peut être plus facile. Ça peut être plus facile. Mais il y a quand même des poissons qui sont mis en rivière malgré tout. Mais la rivière, s'il y a une crue, c'est parti. Enfin, ça c'est stressant aussi pour un président de la PPMA parfois de mettre des poissons en rivière parce que. Il se dit où part mon pognon, en gros, c'est ça. Voilà. Et puis donc. Justement, il n'y a rien au pognon après, mais par contre, on met entre 40 et 50 tonnes de poissons. C'est certain, à juste titre, les pêcheurs au carnassier peuvent se plaindre. Sur les 40 à 50 tonnes, on met 5,5 tonnes. De carnat. Voilà, de carnat, pardon. Okay. Et on met que 3 tonnes de brochet. Voilà. Pourquoi on met 3 tonnes de brochet? Parce que le brochet, de tous les carnats, c'est le moins cher. C'est-à-dire qu'on a autour des 15 € le kilo. Le cendre, c'est jusqu'à 25 €. La perche autour des 20, peut-être un peu moins, 18. Et le basse autour de 25. Alors, je te coupe parce que c'est, je pense, important. Je me rappelle au niveau du lac Léman. Oui. Pêcheurs professionnels, à une époque, ils avaient constaté, je crois que ça périclitait au niveau des prises. Ils ont créé donc des nurseries avec une personne ou deux embauchées à l'année qui faisaient en fait de la repro. Oui. Alors, payée par le système pour le système. Est-ce que c'est déconnant chez nous d'avoir une pisciculture de la Fédé, par exemple? On en a eu, c'est une question. On a eu fait de la production de brochets aussi, et on essaye toujours, mais à l'échelle du département, pour nous, on n'est pas assez gros, assez puissant, quoi. Okay. On va servir toujours les mêmes. C'est déjà un problème qu'on a, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des endroits où on aura du mal à agir. Et puis je reviens aussi sur les taux de survie. Oui, bien sûr. Il faut imaginer les quantités. Faut imaginer de grosses quantités, produire beaucoup, quoi. Après, c'est pour ça que je reviens là-dessus, sur un secteur, une APPMA qui a les moyens et qui insiste, elle peut arriver à des résultats, mais il ne faut jamais oublier que quand un poisson manque dans un cours d'eau, il y a peut-être des raisons. Voilà, c'est pas parce qu'on amène un poisson de pisciculture que lui s'en sortira mieux. Ouais, ok. Par exemple, si on prend le cas du brochet, le brochet c'est connu, alors c'est pas encore très fin, mais c'est connu qu'il n'aime pas l'eau chaude. Pas trop. Ça va pas le mettre sur le dos. Hein. Non, Sauf que quand il y a de l'eau chaude, stress physiologique, il va se caler, il mange plus. Et plutôt que d'être dans un processus de développement, de croissance et de développement de la population, il est dans un processus de survie. Quand on dit survie, c'est-à-dire on revient à nos taux de mortalité, quoi. Ok. Donc, faut imaginer que la Saône, la Seille, certaines journées d'été, c'est 28 degrés de température moyenne journalière, c'est-à-dire sur toute la journée, quoi. Si ça dure 10 jours, il y a des poissons qui vont se frotter les mains, le cendre et le silure, qui aiment bien 28-32, mais ces poissons-là, ils vont souffrir. Donc si c'est valable dans le lac Léman, parce qu'il y a de l'eau froide par endroit, ça va être difficile à faire chez nous, quoi. On est d'accord. Ça va être difficile à faire chez nous. Et ça risque d'être à perte financière. Je n'ai pas les calculs pour les alevins, mais si vous imaginez que vous mettez 1000 brochets de cette taille-là, donc à ce qu'on appelle des 1 été, ils font 400 grammes. À 14-15 € le kilo, ça va faire 5 à 6 000 €. À 5% de survie dans 3 ans, il en restera 50. D'accord. Ça fait 5 à 6 000 € les 50 poissons. Et ça, je parle d'un territoire, parce qu'après, si on fait ça sur le département, c'est vite compliqué, quoi. Donc l'empoisonnement, ça peut marcher, mais il faut que ça soit fait à un endroit où on sait qu'il y a toutes les conditions pour ça, c'est intéressant, justement, c'est pour ça que je voulais que tu viennes, parce que ta vision de l'intérieur d'une fédé, en l'occurrence celle de Saône-et-Loire, nous montre un peu tous que c'est pas si facile. Les intentions sont toujours bonnes, et c'est pas si facile. Et c'est pas si facile parce que mettre du brochet, on en met 3 tonnes parce que c'est 15 €. Mais avec les mêmes ratios de survie, mettre du cendre, ça devient très vite cher en fait. Oui, bien sûr. Ça devient très très vite cher. Et puis en plus, on est obligé, quand on met des poissons en étang, d'avoir du fourrage. Donc on met, alors j'ai dit qu'on mettait, qu'ils s'alimentent. J'ai dit qu'on mettait 5 tonnes pour être parfaitement transparent, on met 5 tonnes de carnassier, sans de brochet. On met 25 tonnes de blanc avec 11 tonnes de carpe, parce qu'on a un développement carpodrome, et puis parce que la carpe, là pour le coup la carpe, c'est un poisson, quand on les met adultes, plus résistant. S'ils ne meurent pas parce qu'il y a une crue et qu'ils sont perdus dans la... Oui, ok. Les pêcheurs les remettent, ça c'est du résistant. Quand on fait des pêches du canal, on voit bien que l'alvinage est passé par là, parce que quand le canal est mis au chômage, il n'y a que des grosses carpes, et il y en a. Alors qu'on n'attrape quasiment jamais de la fraie. Mais elles ne se reproduisent pas ou... Elles doivent se reproduire, mais les stocks viennent à mon avis plus de l'alvinage que de la reproduction. Enfin, je peux m'aventurer, mais...
À force, on le pêche tous les ans, ne jamais trouver des carpettes et se retrouver que face à des veaux, c'est quand même. Oui, non, mais ça, c'est très bien pour la pêche, mais je veux dire, effectivement, c'est un peu étonnant même. Bah après, elles ont besoin aussi de végétation, les carpes, mine de rien, pour se reproduire. Le canal, c'est quand même un peu. Oui, c'est canalisé. C'est canalisé, voilà. Ok. Mais pour dire que ça peut marcher quand même. Après, là où je suis moins d'accord avec Romain, c'est que dans la Saône, pour que ça se voit, vu ce qu'il y a déjà, enfin, tu en as vu, j'imagine, des kilos sur le dos. Moi, j'étais à Huche ici vendredi. Le nombre de grosses carpes qu'il y a en frais, enfin voilà, ça c'est un poisson qui reste. Non, mais sur la carpe, j'ai pas de doute. Hein. C'est abondant. Par contre, c'est toutes des communes. Ouais, des fois, les pêcheurs nous réclament les miroirs. Les miroirs, ouais, bien sûr. Et on met l'esthétique. Voilà, et on met, et ça peut être discuté parce que c'est une politique halieutique. On met 17 à 18 tonnes de truites et en fait, on met 15 tonnes de truites arc-en-ciel. Et moi, quand je suis arrivé à la fédération, les truites, on les mettait en rivière. Et petit à petit, alors on les mettait dans certains plans d'eau, et petit à petit, ça a grandement dérivé. Aujourd'hui, on en met partout. Mais non, partout. Oui, mais il faut voir la demande qu'on a, parce qu'en fait, au niveau des pêcheurs, c'est-à-dire que c'est une vraie demande. Alors, c'est une vraie demande. C'est une vraie demande par certains. Et avant l'ouverture, on nous demande où est-ce qu'elles ont été mises, les truites. Ça, c'est un mail auquel on répond fréquemment. On ne répond jamais avant l'ouverture du brochet où est-ce qu'ils ont été mis, les brochets. Et ça, ce que je dis, je mens pas. Hein, c'est véridique. Oui, non, mais on ne nous demande jamais où est-ce qu'ils ont été mis, les brochets. J'ai pas de doute. Ouais. Pour autant, ça pourrait autant faire plaisir aux pêcheurs d'avoir des brochets. On ne les déverse pas au printemps parce que ils sont trop fragiles. Mais voilà. Donc voilà, la limite de l'empoisonnement, elle est un peu là, le coût et puis... Puis l'empoisonnement, là je te recoupe aussi, mais il y a l'empoisonnement de pêche. Alors, voilà. Typiquement, la veille d'une ouverture de truite, on balance 500 kilos. Voilà. Allez, on met 50-100 kilos de brochet pour faire plaisir à l'ouverture. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est bon. C'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, j'allais dire. Ouais, mais c'est pas très beau. Mais c'est le système le plus efficace. C'est un peu le lâcher de la galinette cendrée par les inconnus. Quoi. On balance la veille, t'en prends, t'es content. Et... C'est exactement ça, mais parfois c'est un moyen d'être certain que ces poissons qu'on a mis sont repris par un pêcheur à une taille intéressante. Quoi. Voilà. Après, c'est critiquable, on l'entend, mais le problème aussi, c'est un vaste sujet. C'est que parfois, on aimerait avoir des poissons à un endroit alors que c'est pas forcément l'endroit où il est le mieux. Quoi. On ne se contente pas de ce qu'il y a, donc on va mettre un truc qu'il n'y a pas, ou qu'il n'y a pas beaucoup. Oui. Et quand on fait ça, on répond à une attente de pêcheur, mais on rentre dans un système très dangereux, parce que si c'était un système financier, avec une rentabilité derrière, on le ferait, dans 95% des cas, on ne le ferait pas en fait. On ne le ferait pas, ouais. Je pense pas, parce que je reviens à la vigne, je t'en parlais tout à l'heure en aparté, on peut en mettre partout en France de la vigne si ça se trouve. Les vignes ne vont pas mourir. Ah mais on peut mettre de la vigne partout. De là faire du vin et que ça devienne intéressant pour tout le monde, ça sera plus difficile. Chez les poissons, puis du bon vin en plus, il n'y en aura pas forcément partout. Chez les poissons, c'est un peu difficile. Voilà pour l'empoisonnement. Après, il y a des choses qui sont intéressantes, c'est travailler sur le milieu, à travers les frayères à brochet, par exemple, à travers les frayères à truite, à travers les frayères à black bass. Il y a des choses qui sont complexes, qui demandent un peu d'ingénierie et puis de dossier, comme les frayères à brochet, parce que souvent on fait venir une pelleteuse en fait. Donc là, il y a des choses qui sont assez simples. Pour le black bass particulièrement, et ça marche très bien. Alors je ne vous dirais pas que ça marche forcément très bien en nombre de futurs adultes, mais par contre, les nids sont occupés par les black bass. Okay. On prend du bois de palette, on fait une caissette de 45 par 45, ça de profond. On met du gravier 8-12 mm, dans un étang où il y a des black bass par contre, parce que sinon... On est d'accord. Et puis on met ça en bordure. Et naturellement, ils vont aller prendre place pour on l'a eu fait plusieurs fois, et ça a eu au moins le mérite de nous montrer qu'il y avait des gros black bass qui venaient dessus et qu'il y avait de la reproduction. Quoi. Est-ce que sur la création, je sais qu'à Vouglan ils le font sur certaines APPMA, peut-être ailleurs, la création de frayères artificielles, quelles qu'elles soient, des sapins de Noël, très bien, le sapin de Noël, ça peut être fait. Ouais. Nous, dans certains de nos étangs de production, il nous est arrivé de faire des tapis. Alors on avait mis des pieux, 4 pieux, puis dessus on met une planche, et puis dessus, sur la planche on met un tapis en moquette synthétique, ou alors un peu de la fausse herbe en fait, un peu de la fausse pelouse, pour permettre la reproduction des poissons. D'accord. Et ça, effectivement, des fois, dans certains étangs, ça peut être intéressant. Après, moi, j'ai pas de retour d'expérience, on l'a jamais fait. Je trouve toujours chouette de faire une roselière, parce que ça a le mérite, c'est paysager, il y a des oiseaux, il y a de la reproduction, mais si ça se trouve, des fois, des choses assez artificielles peuvent obtenir des résultats finalement tout aussi intéressants. Quoi. Sur nos fleuves et rivières, donc pas sur les plans d'eau fermés dont on parlait, ça pourrait être une solution. La Saône, la Seille, recréer de manière artificielle, mais je dirais même en quantité en fait.
Alors, je ne sais pas comment ça serait perçu localement par les gens, mais oui, parce que la quantité, après, Ah non, mais pas, oui, que ça on reste pourrait y accessible. revenir parce qu'il y a des fédérations qui ont mis en place des structures dans les lacs. Oui. Et bon, il n'y avait pas 36 millions de solutions. C'était soit du béton, du plastique. Du bois, ils l'ont fait, mais c'est moins viable. Et ça a été aussi sujet à critique, mais ils l'ont fait pas de manière intensive. C'est sûr que si on devait mettre des tapis de moquette tout le long de la Saône, je pense que ça poserait un souci. Ça ferait réfléchir beaucoup de monde en fait. Ouais, j'étais plus dans l'idée là, de sapin de Noël ou de replanter certaines. Même sur certaines frayères que nous on a constituées, on pourrait imaginer pour compenser le fait que l'eau ne monte pas assez haut et ne va donc pas noyer les parties, parce que le brochet il pond souvent sur ce qui est ras et comme la pelouse en fait. On pourrait imaginer compenser comme ça quoi. Après moi je l'ai jamais fait mais pourquoi pas quoi. Ça peut marcher, ça pourrait marcher effectivement. Ouais. En tout cas, ces systèmes-là, c'est des systèmes que les pêcheurs au sein d'une APPMA peuvent tenter, quoi. Voilà, ça, à mon avis, c'est tout aussi valorisant que de faire de l'empoisonnement. Mais il faut avoir confiance, et il y a beaucoup d'APPMA dans le département qui en ont fait le lourd constat, que malgré des très très bonnes intentions, malgré un gros investissement, il y a des lieux où ça ne marche pas bien. Bah, j'en ai même parlé déjà une fois ou deux, mais Olivier donc Bernolin à Cuisery, énorme investissement de sa part depuis des années sur le brochet, sur les frayères, c'est battu. Et force de constater que alors, ça aurait pu être bien mieux. Ça aurait pu être bien mieux parce qu'en fait, je pense que pour le brochet, on sait faire les frayères à brochet. Ça, c'est sûr. Alors, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas les rater, mais en théorie, on sait la faire. Voilà. Et le truc, c'est qu'il est arrivé un moment où les modifications des pratiques agricoles et les remembrements ont fait qu'il y a eu moins de zones humides. Et le premier facteur qui a entraîné la raréfaction du brochet, c'est ces zones de production. Ça, c'est une évidence, c'est sûr. Mais dans le même temps, la chenalisation s'est augmentée. Par exemple, dans les années 70, en Saône, il y avait des sierpes tout le long. Il y avait ces fameux roseaux qu'on voyait tout le long. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Très certainement lié à la forte navigation et les gros bateaux. Alors j'allais dire de toute façon, même si tu voulais en remettre, voilà, avec le tirant d'eau de ces bateaux-là et la vague dévastatrice qui arrive derrière. Il peut y avoir d'autres choses qui font ça, mais du coup aujourd'hui non seulement il n'y a plus forcément les frayères, mais en plus il y a un milieu qui n'est pas très favorable. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de brochet. Bien sûr. C'est un peu comme dans le désert en fait. Il y aura toujours quelques gens qui vivent, mais ce n'est pas parce qu'on met 15 maternités qu'on va multiplier je crois qu'on en est malheureusement arrivé là en fait. On ne va pas multiplier les naissances quoi. Et finalement les brochets chez nous, parce que l'effort des APPMA il est quand même conséquent. En 20 ans on a fait à peu près 32 aménagements. Alors bien sûr ça peut paraître dérisoire, mais minimum c'est 20 000, hein. On monte jusqu'à 150 000. Hein. Donc ça fait quand même 700, 800 000 euros d'investis en 20 ans. Il y a des endroits ça marche très bien, mais en fait c'est là où il y a déjà des populations de brochets relativement bien établies. Le Doubs, la Loire et la Roue. Et ces rivières, quand on les regarde, elles ont un truc qui... Enfin, moi, j'en viens à me dire ça. Elles ont un truc vraiment différent. C'est qu'elles sont... Alors, je ne parle pas du Doubs à l'aval de Navilly, parce que là, la situation n'est pas la même. Je parle du Doubs sauvage. Elles ont une alternance de milieux. Il y a des mortes, des endroits calmes. Oui, il y a des endroits, il y a Sado, des endroits, il y a quelques fosses encore. Il y a des fosses, il y a des courants. C'est ça, il y a énormément de lieux avec de l'eau de fond, les anciens bras du Doubs, donc l'eau très froide, où il y a des tanches et des brochets. C'est valable un peu sur la Loire, ça aussi. Sur la Loire, ce qui s'est passé, c'est que c'est la Jussie aussi qui a permis de doper grandement les populations de brochets. Et sur la Roue, ça reste un système... on va dire un peu entre deux. Et là, ça marche très bien en fait. Chaque aménagement marche très très bien. Ben oui. Donc voilà, peut-être que sur ces rivières-là, les frayères à brochets ne suffisent plus. Voilà. Et donc à terme, si on doit faire entre guillemets un début de conclusion sur ça, ça veut dire qu'on peut s'attendre, en tout cas dans certaines régions comme chez nous, peut-être pas une disparition, mais enfin une raréfaction dans tous les cas du brochet dans les années à venir. Mais voilà, c'est ça. Mais par exemple, au sein d'un même département, ce qu'il advient sur la Saône et la Seille, c'est l'inverse de ce qui se passe sur la Loire. La Loire, il y a 10 ans, on ne prenait pas de brochet. Voilà. Alors que là, maintenant, le brochet est revenu. Aujourd'hui, il est revenu, et en grande partie grâce à la végétalisation de la Loire. D'abord par la Jussie, parce qu'il faut imaginer que pour un fingerling de brochet, il se cache. Il faut 30 à 40% de la surface en eau recouverte par de la végétation. Donc pour ceux qui connaissent la Seille, il y a des herbiers tout le long, mais ils sont très fins, et c'est souvent des nénuphars. Le nénuphar, c'est pas quelque chose de fantastique. Pas une super cache. Non, parce qu'en fait, c'est juste un rond
et oui, ça fait de l'ombre et puis ils se mettent dessous, mais c'est ça. La cache, elle n'est pas... En saune, c'est intermédiaire parce qu'on a des endroits où on a des très beaux herbiers quand même. Et dans lesquels, ceux qui connaissent, on va pêcher à cet endroit-là, les brochets. Voilà. Mais il y a des rivières comme la Loire où la Jussie est devenue tellement envahissante, elle empiète sur le lit, elle part depuis les bras morts, elle empiète. Elle a d'autres inconvénients, mais par contre pour les poissons... parce qu'elle est invasive aussi, non? Ouais, elle est même à détruire. Elle est invasive, elle est invasive. Donc, ça peut changer. Alors, rien n'est figé. Et on pourrait, par exemple, imaginer que sur la Seille, on replante certaines zones. En fait, ce qui se passe sur la Loire et ce qui se passe sur la Saône, c'est que c'est des rivières qui se sont éclaircies grâce aux moules. Ok. Aux fameuses corbicules. Ah, donc elles ont en s'éclaircissant, filtré. Elles ont filtré l'eau, donc elles ont éclairci. Ah, elles ont laissé passer. Et donc, il y a plus de lumière. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu un petit regain de prise de brochets dans certains lieux de Saône ces 5 ou 6 dernières années, même si c'est pas glorieux. Sur la Loire, c'est ce qui se passe. L'eau est devenue claire. Moi, j'ai une anecdote comme ça de pêcheur. Quand j'étais petit, je pêchais le canal de Rouen à Digoin. Donc, canal classique, eau très sombre. On pêchait les poissons-chats et on pêchait les cendres. Et arrivée du myriophile du Brésil et de l'élodée du Canada, donc de 2 espèces végétales solides, des hivers où ça gèle plus, donc l'herbe elle reste dans la rivière. Bien sûr. Plus les moules, ça a fini par éclaircir l'eau. L'eau s'est un peu éclaircie, avec d'autant plus encore plus d'herbe, donc encore plus d'eau claire. Et aujourd'hui, il n'y a plus un cendre et on y va pêcher le brochet. Ah oui, ok. On y va pêcher le brochet, donc en fait. Ça a tout donc modelé. En fait, vraisemblablement, sur ces rivières-là, s'il y avait plus de végétation et une eau un petit peu plus claire tout au long de l'année, on pourrait espérer une situation meilleure. De toute façon, les brochets, on les pêche souvent en eau claire quand même. Pas tout le temps, mais, mais souvent, quoi. Voilà. Donc voilà, l'aménagement des habitats piscicoles, c'est quand même globalement intéressant. Et moi, je trouve que pour une APPMA ou pour des pêcheurs, ça peut être super valorisant de se retrouver au bord de l'eau, mettre en place des choses, constater... Non, mais toute action qui peut avoir un effet positif, même l'espérer, dans tous les cas, faut pas... Oui, et puis ça montre notre rôle. Et puis, alors ça peut être des caches, ça peut être mettre du bois mort. Souvent, c'est pas fait, ça, dans les étangs, mettre des endroits où le poisson... Parce qu'on parle de la Seille et de la Saône. La Seille, il y a beaucoup de bois mort au milieu. Ça fait du cendre et du silure qui vont se cacher. Mais la Saône... Oui, bien sûr. On les cherche, les structures, pour pêcher. Il y a des endroits, il y a pas mal d'arbres qui sont couchés dedans. Il y a des secteurs où il y en a, mais secteurs où c'est nu quand même. C'est ça, oui, bien sûr. Il y a des kilomètres de linéaire où c'est un peu le désert. C'est Waterloo, clairement. Alors, et dans un milieu où c'est très accidenté, ou alors un milieu où il y a des effets avec des courants marins comme en Hollande, il y a d'autres bénéfices, ça peut peut-être marcher. Mais dans un canal où c'est tout lisse comme ça, là, oui, forcément. Il y a un moment, on dit souvent, il y a 80% de l'espace qui est vide et 20% qui est habité en fait. La Saône, c'est un peu ça ou pas? Moi j'ai l'impression, j'en sais rien, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même des grands endroits. Alors l'hiver c'est vraiment ça. L'été, l'été il y a quand même un peu d'herbier. Et puis il y a le chenal qui peut être oxygéné, il peut y avoir des poissons dedans, mais oui. Dans le chenal, ils ont intérêt de baisser la tête avec les hélices des gros bateaux qui passent. Oui, fort probable qu'ils ont déjà fait un scalp une fois ou deux. Ouais. Ah ouais. C'est sûr. Donc voilà pour ces aspects-là. Ok. Puis après il y a le réglementaire, quoi. Mais bon, ça peut avoir des effets, mais c'est pareil, il faut un milieu qui produise du poisson pour qu'on voit l'effet. Non, mais c'est sûr. Est-ce que tu as, on va dire en guise de conclusion, un domaine précis dont tu voulais nous parler j'ai décrit pas mal de choses qui peuvent paraître dures et difficiles pour obtenir du résultat, et je voulais finir par une note... C'est malgré tout une forme de réalisme aussi. Oui, je voulais finir malgré tout par une note positive, je pense. Alors moi, ça ne m'empêche pas d'être pêcheur et d'aimer la pêche. Oui, tout le monde. Il faut pouvoir s'adapter, je pense, quand on est pêcheur. Il y a des poissons qu'on ne pêche pas du tout. Alors il y en a certains, comme le barbeau, c'est un peu difficile, mais ça reste des super pêches. Moi, je me suis mis au feeder, par exemple, aussi, pour pêcher les brèmes. Et là, il n'y a pas de souci. Se diversifier. C'est des wagons de poissons. Oui. Rien n'est éternel. Parfois, la nature se transforme. Je reviens à mon canal. Puis finalement, il s'avère qu'en n'ayant rien fait, il y a plein de brochets. Oui, ok. Ouais. Il y a des petites actions qui peuvent être intéressantes. Le bois mort dans les rivières, les nids à black bass. Il y a tout un tas de choses. Je voulais aussi évoquer le fait des pêcheurs qui sont des sentinelles très importantes de l'état de nos cours d'eau et qui ont un rôle capital. En introduction, moi, j'ai appris, comme je te disais, qu'il y avait du crapet de roche
dans la Garonne, je ne le savais pas. Il y a tellement de choses que les pêcheurs nous apprennent. Forcément, oui. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que moi, j'aime bien tous ces outils participatifs comme l'application qu'on a mis en place, donc Fiche Capture. Alors certes, ça peut paraître un peu une application où on surveille les pêcheurs, mais ça nous permet, nous, de mesurer quand même certaines choses. Ça, c'est bien. Ça permet d'avoir un retour clair et net sur différentes zones. Voilà, qui sont assez floues pour nous. C'est clair. Voilà, et puis c'est un peu comme ça que je voulais terminer, quoi. Eh ben écoute, c'est super. En tout cas, même moi, on se connaît un peu, on a déjà discuté pas mal, mais il y a plein de choses à nouveau que j'ai appris sur la façon de voir, de faire et ainsi de suite. Donc merci beaucoup Rémi. De rien, merci. On se recroise quand tu veux. Que ça soit sur le bord, dans le canapé. Pas de problème. Écoute, si tu veux aborder un jour juste un thème. Écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. De rien, merci et à toi. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à bientôt. J'espère. Merci, au revoir. Ça marche. Salut.